C'est ça. C'est ça. Merci et bienvenue au Café Numérique de Liège. Aujourd'hui, on va parler du no-code, l'innovation accessible. Alors, juste 2 mots sur Café Numérique. On a une mission, celle de promouvoir l'innovation et les nouvelles technologies au plus grand nombre. On existe à Liège depuis 2010. On a organisé plus de 150 événements. On a commencé en 2010. Pour vous donner un petit peu l'idée du setup, c'est qu'on était une quinzaine aux Trois-Rivières, au centre de Liège, dans le Carré, avec des experts qui venaient principalement de Bruxelles, mais des chouettes speakers, hein, des C-level de Proximus, de Orange, etc. Mais on était 15 dans le Carré, juste pour vous donner une idée, et tous les matins, on devait faire les petits sandwichs qu'on vendait 1 euro pièce. Voilà, juste pour vous donner un petit peu l'idée d'évolution de cet événement, et on a toujours voulu garder la même proposition de valeur qui est celle-ci, l'apprentissage, le réseautage et aussi le fait de passer un bon moment, qu'on soit 15 ou qu'on soit 250 inscrits comme aujourd'hui, on essaye toujours de garder cette proximité entre nous, avec vous, histoire de passer un bon moment. Donc, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de travail derrière. Et pour ce travail, on a une super équipe. On a Mélissa qui est experte LinkedIn et digital marketing, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est malade. On a Sam Piroton qui est consultant communication. On a Seb Lewy, donc Sam qui est juste là, et Seb Lewy qui est juste là aussi, que vous avez probablement croisé au checking avec Sam, qui s'occupe de l'accélération de start-up et de BeImpact.org, et moi-même qui suis fondateur de Marketing Makers, formation en intelligence artificielle, et fondateur de la start-up Airplan. Voilà pour l'équipe d'organisation. Au niveau du programme aujourd'hui, on va recevoir 2 personnes. Ils sont super cool, ils ont des super chouettes choses à vous dire. Il y aura Iris et Sylvain. Un grand merci, bien sûr, à Deuze qui nous accompagne encore cette saison. Deuze, qu'est-ce qu'ils font? Ils développent des applications mobiles, des applications web. Ils sont à 400 mètres d'ici. C'est une équipe jeune, dynamique, composée d'une 40aine de personnes, je dirais, peut-être plus. En tout cas, si vous avez des projets en ce sens, n'hésitez pas à les trouver et vous dire carrément que vous venez de notre part. La Grand Poste, c'est le lieu dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Moi, perso, j'y travaille 2 à 3 jours par semaine. Ça permet vraiment de couper un petit peu la routine. Je suis personnellement freelance, fondateur de 2 boîtes. C'est vraiment un chouette écosystème pour pouvoir faire du business, parler avec des gens, sortir un petit peu de sa bulle, et surtout aussi assister à tous les événements, tous les perks, je vais dire, de la communauté La Grand Poste. C'est vraiment très chouette. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site pour plus d'informations. Waldeye, évidemment, qui nous accompagne sur la plupart des cafés numériques pour capter la vidéo et la rendre accessible au plus grand nombre sur notre chaîne YouTube. Je pense que j'ai tout dit. Quand tu veux. Qui de vous utilise Trello? Levez la main. Qui de vous utilise Google Docs ou pire, Word? Ça marche aussi. Evernote? OneNote? Excel ou Google Sheets? Ah ouais, il y a du monde. Hein. Google Drive? Dropbox? Todoist? Ah, ouais. Et enfin, le fameuse note du téléphone. Ok, et maintenant, dernière question. Qui utilise au moins 2 voire 3 de tous ces outils? Ah ouais, ça choque quand même. Hein. Et si je vous disais qu'un seul outil pouvait faire le taf? Cet outil dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Notion. Bonjour à tous, moi c'est Iris Reichardt, j'ai 29 ans. Après avoir été consultante en technologie chez PwC et puis directrice des opérations dans une des premières agences no-code franco-belges, j'ai fondé mon entreprise Breeze.
Et du coup, maintenant, ça fait 3 ans que j'accompagne les entreprises à optimiser leurs opérations grâce à des outils efficaces, accessibles et agréables d'utilisation. Et plus particulièrement, j'ai bâti mon expertise sur Notion. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de cet outil qui gagne énormément en popularité. Et je vais vous partager tout ce qu'il faut savoir pour utiliser cet outil et ne pas foncer la tête la première, foncer tête baissée sur cet outil-là. Qui connaît Notion dans la salle? Ah, cool, ok. Qui utilise Notion? Qui essaye d'utiliser Notion? Quelques-uns. Ok. Moi, j'aime bien dire que Notion n'est comme aucun autre outil et que c'est un espace de travail connecté pour les personnes et les équipes qui veulent travailler de manière plus intelligente et plus vite. Et ce qui est assez unique à propos de cet outil, c'est que c'est un outil dans lequel vous pouvez au même endroit créer, partager et stocker des documents, organiser de la connaissance, gérer des projets, qu'ils soient simples ou complexes, gérer des tâches, travailler en équipe, que ce soit avec des personnes qui font partie de votre équipe dans votre entreprise ou des personnes externes. Et bien sûr, le plus puissant aussi, la fonctionnalité la plus puissante de Notion, qui est de créer des bases de données. Et donc, vous allez pouvoir en fait remplacer Google Docs, Google Drive et compagnie en utilisant seulement un seul outil. J'aime bien dire que Notion est vraiment idéal comme brique centrale de votre activité ou de votre entreprise. Et ça fonctionne très bien comme unique source de vérité, c'est-à-dire vraiment là où l'information véridique réside, où l'information est à jour, partagée et synchronisée. Encore quelques mots pour essayer de vous donner, faire un petit tour sur ce que c'est Notion pour ceux qui ne connaissent pas et qui, pour ceux qui le connaissent, qui ne l'avaient peut-être pas non plus perçu de cette manière-là. Donc Notion en fait est composé de pages et de blocs. Ce sont vraiment en fait les éléments de base sur Notion qui permettent de tout construire un peu à la manière de Lego en fait. Et du coup, grâce à ces Lego, c'est un outil sur lequel vous allez pouvoir vraiment créer des espaces sur mesure. Vu que vous construisez tout à partir d'une page blanche, vous pouvez vraiment créer une structure qui est adaptée à votre activité, à votre entreprise, à vos processus. Et donc c'est Notion qui s'adapte à votre fonctionnement et pas l'inverse. Et c'est ça qui est assez unique à propos de cet outil-là. Notion est aussi un excellent outil de documentation avec toutes les fonctionnalités de traitement de texte, d'ajout d'images, de fichiers, de vidéos et ainsi de suite, de liens. Vous pouvez vraiment facilement créer, maintenir et mettre à jour votre documentation. Ce qui est aussi assez unique à propos de Notion, c'est que c'est un outil qui peut servir à tout type d'activité. Donc autant pro que perso. Dans le pro, ça peut très bien servir pour des indépendants, des entreprises, des associations, que vous fassiez du service ou du produit, que ce produit soit digital ou physique, vous pouvez avoir Notion vraiment comme brique centrale de votre activité. Mais c'est aussi un outil, c'est comme ça qu'il a été connu en fait, il s'est très fort popularisé pour l'usage perso de base. Donc les personnes s'en servaient pour organiser des voyages, traquer ses habitudes, faire la liste des livres et des films que vous avez envie de voir. Voilà, et ça s'est popularisé comme ça. Et puis petit à petit, ils ont vraiment développé des fonctionnalités pour aussi répondre aux besoins des entreprises. Ensuite, il y a l'aspect collaboratif, évidemment, qui est très puissant sur Notion. Vous pouvez vraiment travailler à plusieurs sur les mêmes documents ou travailler aussi en asynchrone avec le système de mentions, de commentaires et ainsi de suite. Et finalement, le plus important selon moi, c'est vraiment cette fonctionnalité de base de données où vous pouvez créer, stocker votre base de données et la manipuler grâce à des vues, des filtres, des tris, les relations, les formules et toutes ces fonctionnalités un peu plus avancées de Notion. Voilà en gros un peu ce que c'est Notion. Pour ceux qui connaissent, certainement vous trouvez ça excellent et c'est vrai qu'il y a un peu une grosse hype autour de Notion. Mais justement, je suis aussi là pour rétablir un peu la vérité sur l'outil et je ne veux pas du tout que vous me preniez pour une fangirl de Notion parce qu'il faut être aussi très prudent avec ce genre d'outils ces outils qui sont très complexes. Et du coup, je voudrais vous expliquer comment appréhender cet outil.
qui de prime abord paraît super sexy et facile à utiliser, mais qui au final nécessite quand même de la discipline et de la structure pour en exploiter vraiment toute la puissance. Donc du coup, je vais vous exposer les 5 vérités sur Notion. Donc la première, c'est que Notion est juste un outil. C'est pas du tout une fin en soi. Donc si vous utilisez Notion parce que vous vous dites « Ok, Notion c'est trop bien, je vais aller dessus », bah, c'est pas une bonne approche. La bonne approche, c'est plutôt de se dire bah, « J'ai tel besoin ». Notion semble être un bon outil pour y répondre, ce qui est en soi le cas dans la majorité des cas, mais de vous dire, voyons comment Notion peut y répondre et pas vraiment foncer la tête baissée sur l'outil. Le deuxième point, c'est que toute la puissance de Notion, c'est que c'est un outil, pour ceux qui le connaissent, qui est extrêmement flexible, et vous le verrez, pour ceux qui ne connaissent pas, vous le verrez dans mes démos plus tard. Mais c'est aussi cette fonctionnalité-là qui fait que c'est assez déconcertant, et donc ça impose en fait d'être structuré et d'être un peu discipliné pour vraiment pouvoir exploiter toute la puissance de cet outil-là. La troisième vérité, c'est que Notion ne répond pas à tous les besoins. C'est ce que certains appellent la notionite, c'est vraiment vouloir tout faire dans Notion. Même si réduire un maximum le nombre d'outils que vous utilisez est une bonne pratique, mais parfois il faut aussi pouvoir faire la part des choses, se rendre à l'évidence et faire appel à des outils métiers, des outils spécifiques lorsque c'est nécessaire. Il y a beaucoup cette dérive dans les utilisateurs de Notion à vouloir vraiment absolument tout faire dans l'outil. Ensuite, la courbe d'apprentissage de cet outil est assez longue. Ça, il y a peu de gens qui le savent en commençant et qui sont ensuite un peu surpris. Beaucoup de gens pensent que ce qui est le plus difficile sur Notion, ce sont les fonctionnalités, les bases de données, les relations, les formules. Moi, je pense que c'est pas tellement ça, c'est plutôt cette compétence que j'appellerais de business analyse, qui est en fait de comprendre un besoin, capter le besoin, le formuler et ensuite traduire ce besoin en un processus opérationnel cible et ensuite construire ce qu'il faut dans Notion pour pouvoir exécuter ce processus. Je crois que c'est vraiment ça qui est le plus difficile. Et ça nécessite évidemment de connaître les fonctionnalités de l'outil. Donc pour ça, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre le temps, de réfléchir, beaucoup réfléchir, de ne pas plonger la tête la première et de vous informer, de vous former, de poser des questions. Et pourquoi pas de vous faire accompagner sur cette partie de construction de l'espace Notion qui est vraiment, je trouve, différente de l'utilisation après de l'outil. Et enfin, c'est un travail permanent. Donc vu que c'est un outil très flexible, votre métier, votre activité, elle évolue, vos processus évoluent. Il faut que cet espace Notion évolue avec vous aussi. Moi, personnellement, je ne passe pas plus d'1 mois sans faire des petites modifications sur l'outil. Mais c'est ça qui va vraiment servir votre efficacité au quotidien. Donc s'il y a une chose que vous devez retenir aujourd'hui, c'est vraiment le besoin prime sur l'outil. C'est vraiment c'est pas l'outil pour l'outil, c'est pas une fin en soi d'utiliser Notion. Donc si vous ne savez pas pourquoi vous utilisez Notion, juste n'y allez pas. Voilà. Maintenant, du coup, ça fait quelques minutes que je parle de cet outil et pour être sûr de ne pas vous perdre, je vais vous montrer, et surtout pour ceux qui n'ont jamais vu à quoi ça ressemblait, je vais vous montrer 3 cas d'usage qui devraient plus ou moins tous vous parler. Et donc le but de ces cas d'usage, c'est pas du tout de vous impressionner, c'est pas les cas d'usage les plus complexes non plus que j'ai réalisés, mais c'est vraiment pour vous montrer ce qu'il est possible de faire avec cet outil-là. Avant de vous montrer les 3 cas d'usage, je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble, l'outil Notion, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vrai que souvent on me demande, mais ça ressemble à quoi l'interface, les menus, les boutons? En fait, ça ressemble à ça. Donc vraiment une page vide, c'est littéralement une page blanche. Et en fait, donc là je vais montrer une petite démo, donc c'est une page comme ça. Vous allez commencer, vous allez écrire le titre d'une page. Et ensuite, c'est vraiment via cette commande / que vous allez avoir accès à tous les blocs qui sont disponibles sur Notion, donc des images, des photos, des titres, des textes, des listes de bullet points et ainsi de suite. Donc ici, par exemple, on va écrire un titre de taille 1. Voilà. Ensuite, vous allez créer par exemple un encadré, qui est un type de bloc, pour mettre en évidence certaines informations. Puis vous pouvez créer 2 colonnes sur votre page. Dans la première colonne, vous pouvez mettre par exemple une image. Voilà, c'est moi. Et ensuite, vous allez pouvoir écrire du texte.
vous pouvez mettre ce texte en forme, bien sûr, avec les fonctionnalités. Vous allez pouvoir faire des listes de bullet points. Mais surtout, vous allez pouvoir créer des bases de données. Donc c'est ça aussi que je vous disais tout à l'heure. Donc tout simplement avec cette commande / base de données intégrée. Et là, par exemple, vous pouvez décider de faire une base de données de tâches sur cette page. Donc vous allez nommer votre base de données. Et puis vous allez créer les différentes propriétés de votre base. Donc par exemple, une échéance pour des tâches. Ensuite, vous allez créer une propriété de type personne pour mettre le responsable de la tâche. Et enfin, vous allez attribuer un statut à la tâche. Et donc, avec cette propriété, elle propose automatiquement 3 statuts. Et puis, vous allez ici remplir quelques tâches, remplir les échéances, et ensuite les responsables. Mais ensuite, vous vous dites, en fait, cette base de données sous forme de tableau, comme ça, c'est pas très sexy. Du coup, en fait, vous pouvez modifier la vue et décider de l'afficher, par exemple, en mode Kanban, comme vous avez sur l'outil Trello, en fait. Et vous pouvez décider de dire, sur ma petite fiche Kanban, j'affiche le responsable et l'échéance, et je peux bouger chaque tâche d'un statut à l'autre. La dernière fonctionnalité que je voulais vous montrer, c'est que sur une page, vous pouvez créer une page. Parce qu'une page est aussi un type de bloc. Donc, vous voyez ici, sur ma page, j'ai créé une sous-page. Et c'est ça un peu la dérive de Notion, c'est pour ça que je finis cette vidéo là-dessus. C'est que sur, un espace sur une page Notion, vous pouvez vraiment créer une page et une sous-page et une sous-page. Et donc au fur et à mesure, si vous n'avez aucune structure, vous pouvez vous retrouver avec des centaines de pages sur votre espace Notion et ne pas du tout avoir quelque chose de structuré. Et donc c'est vraiment ça un peu le risque. Et du coup, je vais vous montrer 3 cas d'usage qui ne comportent pas ce risque, bien évidemment. Et après les 3 cas d'usage, je vous exposerai ma méthodologie en 5 étapes pour pouvoir construire votre espace Notion de manière vraiment propre, efficace et structurée. Le premier cas d'usage, c'est la création de contenu. Alors, qui publie du contenu sur les réseaux sociaux ici? Ok, donc pas mal de gens. Donc ça peut être LinkedIn, Instagram, YouTube, vraiment tous les réseaux. Pour ceux qui ne le savent pas, la création de contenu, c'est vraiment un excellent moyen d'acquérir des clients. Personnellement, moi, grâce à mon contenu, j'ai jamais dû prospecter aucun client. Et pourtant, je fais entre 15 et 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, si vous cherchez des clients et que vous n'avez pas envie de prospecter, je vous conseille fortement de créer du contenu pour partager vos connaissances et attirer les clients vers vous. Le problème, c'est que la création de contenu, évidemment, le revers de la médaille, c'est que c'est très consommateur de temps. Donc, autant être bien organisé. Donc, je vais vous montrer, par exemple, ici, moi, mon table de bord de gestion de contenu. Donc ça pourrait être votre page d'accueil Notion, sur laquelle vous avez votre tableau de bord de création de contenu. Et là, la première étape, ça va être de définir vos canaux de communication. Donc par exemple LinkedIn, une newsletter, YouTube ou des conférences. Ensuite, vous allez définir vos grands objectifs de création de contenu. Et ici, on va rentrer sur un canal en particulier, LinkedIn, qui est mon canal principal. Et du coup, sur cette page, tout en haut, vous allez par exemple avoir votre dashboard avec vos stats LinkedIn. Ça, il faut savoir que ce n'est pas Notion qui rapporte ces stats, c'est un outil tiers qui s'appelle schedule.so qui permet de planifier vos posts. Et donc, vous voyez que sur Notion, on peut aussi intégrer des dashboards qui viennent d'autres outils. Okay. Ensuite, vous allez avoir vos objectifs de contenu. Donc, par exemple, faire 2 posts LinkedIn par semaine. L'étape d'après, ça va être de définir votre calendrier éditorial, c'est-à-dire qu'est-ce que vous dites, sous quel format et à quel moment. Donc ça, c'est juste l'avoir sur vos tableaux de bord comme ça, quand vous vous mettez à votre création de contenu, vous l'avez sous les yeux. Et ensuite, vous avez votre pipe de production de contenu, qui est en fait une base de données de contenu sous forme Kanban avec différents statuts. Et donc, pour vous montrer, il s'agit en fait juste d'une base de données de base avec des lignes et des colonnes avec tout plein de propriétés. Donc là, c'est pas du tout. C'est pour vous montrer qu'une base de données en soi, c'est pas du tout sexy. Mais Notion justement permet de mettre ces bases de données, de créer des interfaces pour les mettre en contexte et les rendre plus agréables à utiliser. Et donc ici, j'affiche juste le titre de mes contenus, statut par statut. Je peux déplacer mes contenus évidemment d'un statut à l'autre. Et ensuite, ce qui est assez unique à propos de Notion, c'est que chaque entrée d'une base de données est une page en elle-même. Donc lorsque je vais ouvrir une page,
eh bien, je peux en fait écrire mon contenu à l'intérieur. Donc, c'est bien à l'intérieur de ces pages-là que j'écris mon contenu Notion. Ensuite, avec mon outil de publication, ça part directement sur LinkedIn. Juste au-dessous, j'ai de nouveau la même base de données de contenu. C'est juste qu'à gauche, je décide d'afficher seulement les contenus qui sont prêts. Comme ça, là, je sais qu'il y en a 3 qui sont prêts et que je dois planifier. Et à droite, toujours la même base de données de contenu, mais sous forme de calendrier. Et en fait, lorsque je vais glisser de gauche à droite, je vais pouvoir définir la date de publication de mon contenu. Donc, vous voyez ici qu'il n'y a pas de date de publication. C'est la deuxième propriété, c'est vide. Lorsque je vais la glisser sur le calendrier, vous allez voir que la date a été attribuée au 15 mars. Et donc, sur ce calendrier, vous allez pouvoir voir tous vos contenus. Évidemment, vous pouvez avoir d'autres vues aussi avec vos meilleurs posts, un résumé de vos stats de posts aussi. Ici en dessous, j'ai aussi une base de données de contenus, de ressources web, qui sont tous des contenus que je trouve en ligne et que je sauvegarde dans une base de données pour pouvoir m'aider dans ma création de contenu. Donc ici, ça peut être des tips de contenu, par exemple, les meilleures accroches et ainsi de suite. Et aussi, parfois, je sauvegarde des contenus de personnes parce que parfois, c'est juste une phrase qui m'inspire ou le format qui m'inspire et que je garde à cet endroit-là pour m'aider dans ma création de contenu. Voilà pour la création de contenu. Ensuite, une fois que vous avez créé votre contenu, vous allez avoir des prospects. Et donc, je vais vous montrer un cas d'usage de gestion des leads dans Notion. Donc, juste pour comprendre un peu ici, qui vend des services, qui vend son temps, qui vend des services. Ok. Et qui a un CRM? Ok. Qui a un CRM sur Excel? Ok. Qui n'a pas de CRM et fait ça un peu sur papier, dans la tête. Ok, quand même quelques personnes. Mais du coup, je vais vous montrer un cas d'usage de CRM sur Notion, mais attention, je vous mets en garde. Je ne suis pas du tout en train de dire que Notion peut répondre à tous les besoins de CRM. Il faut faire très, très attention avec ça. Mais en tout cas, tous ceux qui n'ont pas de CRM, qui font ça sur Excel ou dans leur tête ou sur du papier, c'est sûr et certain que Notion va vous faire gagner du temps. Mais avant de vous lancer dans la construction d'un CRM, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Comme je disais, vraiment la première étape, définir nos besoins. Donc, combien de leads est-ce que vous recevez par mois? Qu'est-ce que vous attendez comme fonctionnalité de ce CRM? Qu'est-ce que vous vendez? Est-ce que vous vendez des projets? Est-ce que vous vendez du temps? Quel est votre process de la réception d'un lead jusqu'à la signature d'un client et l'envoi de la facture? Moi, par exemple, j'ai décidé d'avoir un process très simple avec juste une base de données de clients parce que je suis plutôt dans une relation long terme avec mes clients et donc je ne suis pas en train de vendre des missions one-shot. Du coup, mon CRM, il est construit vraiment sur ma base de données de clients. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, donc ici, vous pouvez atterrir par exemple sur votre dashboard CRM avec au-dessus vos objectifs que vous seriez définis. Et ensuite, vous avez ici votre pipeline, tout simplement, d'entreprise. Donc, je vais vous montrer à nouveau, c'est juste une base de données d'entreprise avec tout plein de propriétés. Donc, une base de données, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas super sexy. Mais on a cette propriété, du coup, d'avancement en prospection où je définis les statuts par lesquels mon prospect va passer. Et du coup, c'est ça que j'affiche sur mon tableau de bord. C'est vraiment ce pipeline. Et je vais passer mon prospect de statut en statut au fur et à mesure que j'évolue dans la relation. Ensuite, on va vouloir, pour chaque prospect, avoir une structure similaire. Quand j'ouvre un prospect, je vais vouloir voir, par exemple, les différentes réunions que j'ai eues avec ce prospect. Donc ici, par exemple, j'ai mon appel découverte. Je peux aussi définir une structure générique pour mes appels découvertes. Ensuite, je vais voir mes documents. Donc, par exemple, ici, ma proposition commerciale, c'est aussi un modèle que je ne dois pas réécrire à chaque fois, je ne dois pas réinventer la roue, c'est stocké dans ma base de documents. Ensuite, il va y avoir les tâches à faire pour signer le contrat. Vous pouvez, du coup... Et ensuite, il y a la partie facture et prestations qui servira au cas où ce prospect devient un client. Voilà, ça c'est un cas d'usage assez simple avec le Kanban. Et ensuite, en dessous, vous pouvez avoir, par exemple, toutes les tâches sales, c'est-à-dire toutes les tâches que vous devez faire dans le cadre de la prospection, comme envoyer les offres et ainsi de suite. Voilà pour ce cas d'usage. Donc, comme je le disais, l'idée, c'est pas du tout de copier et de faire la même chose. Pour ceux qui utilisent Notion, c'est vraiment...
il faut vraiment que vous posez les questions, quel est votre processus à vous, et de faire les choses au plus simple. Voilà, ça, ce que je vous ai montré, ça correspond à ma manière de travailler, mais il ne faut pas prendre ça comme exemple à tout prix. Et d'ailleurs, je n'ai pas prévu d'en parler aujourd'hui, mais j'en touche un petit mot maintenant. C'est pour ça aussi qu'il faut faire très attention avec les templates. Je ne sais pas s'il y en a ceux qui utilisent Notion, qui ont téléchargé ou acheté des templates, il faut faire très attention parce que ces templates-là, ils correspondent à la logique de la personne qui les a créés. Et moi, je trouve que c'est un énorme risque. Donc, c'est pour ça que moi, en tant que consultante Notion, je ne crée pas de template parce que je trouve que ça force à utiliser un process qui n'est pas le vôtre et je trouve ça pas idéal. Le dernier cas d'usage que je vais vous montrer, c'est très simple, c'est la gestion de projet. Il y a vraiment 1000 manières de faire la gestion de projet sur Notion. On peut aller très compliqué avec des sprints, des règles par rapport aux documents qui changent de phase et qui du coup changent le statut du projet. Mais ici, je vais vous montrer vraiment quelque chose de très simple pour que vous puissiez comprendre. Donc ici, vous avez votre tableau de bord dédié à la gestion de projet avec les projets en cours à gauche et les projets à venir à droite. Et du coup, l'idée, c'est de définir aussi un modèle de projet. Donc, à chaque fois que vous allez ouvrir un projet, vous voulez toujours trouver la même structure. Et ça, vous allez pouvoir le faire grâce au template de base de données. Donc, par exemple, là, si vous voulez commencer à préparer un projet à venir, on va par exemple ouvrir ce projet, lancer mon podcast. Et vous voyez qu'ici, il y a un template qui s'appelle New Project que j'ai défini au préalable. Et quand je le charge, ça me met automatiquement la structure avec les tâches, les réunions et ainsi de suite. Je vais vous montrer dans un vrai projet avec du contenu pour que vous puissiez voir. Donc ici déjà, tout en haut de la page, on a toutes les propriétés du projet, donc le statut, la date de début, la date d'échéance, des différentes formules qui calculent le nombre de jours restants par exemple, le responsable et ainsi de suite. Et ensuite, en dessous, vous allez avoir, pour commencer, par exemple, les tâches du projet. Et là, vous pouvez vraiment décider comment vous les affichez, que ce soit en Kanban, sous forme de table, ou une vue juste avec les tâches terminées, par exemple. Vous pouvez facilement rajouter des tâches, toujours avec le bouton nouveau. Et quand vous passez une tâche d'un statut à l'autre, ça change évidemment automatiquement son statut. Ensuite, vous avez la partie documentation qui est super intéressante sur Notion. Là, ça va être vraiment toutes les notes et les documents que vous créez dans le cadre du projet. Donc, par exemple, un brainstorm sur le nom de domaine, voilà, c'est stocké dans une base de données, vous prenez des notes. La structure du site, là, vous pouvez même utiliser des outils tiers, par exemple comme Miro, et venir intégrer cette structure que vous avez construite sur Miro sur Notion. Et enfin, dans une autre page, vous pouvez par exemple créer une autre petite base de données pour créer toutes les pages du site à créer avec des statuts spécifiques pour chacune des pages. Et ensuite, quand vous cliquez, vous avez de nouveau du contenu. Donc ça, c'est vraiment les pages qui sont imbriquées. Et ensuite, vous avez les réunions que vous allez avoir dans le cadre du projet. Donc par exemple, ici, vous avez une réunion lancement du projet. Eh bien, vous pouvez aussi avoir un modèle de réunion avec une structure similaire, les points à discuter, les notes et les tâches du meeting à avoir. Ensuite, si jamais vous avez fini un projet, vous pouvez cliquer sur un bouton terminer qui va déclencher une petite automatisation qui va automatiquement changer le statut en terminé. Vous enregistrez la date d'aujourd'hui comme fin du projet et du coup, ça va mettre à jour les formules aussi. Ici, il y a encore 33,3% de progression puisque les tâches sont encore à faire. Mais l'idée, voilà, c'est de pouvoir utiliser ces petites fonctionnalités de formules et de boutons pour améliorer l'expérience de gestion de projet. Voilà pour les cas d'usage. Maintenant, je vais vous partager ma méthodologie en 5 étapes pour construire votre espace Notion et pour vraiment vous éviter de tomber dans les travers et la dérive de Notion avec vraiment un max de pages sur l'espace où plus personne ne retrouve son info. C'est vraiment les problèmes les plus récurrents que je trouve avec mes clients qui sont sur Notion depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et il y a des pages partout, on ne sait pas qui l'a créé, ainsi de suite. C'est parce que l'espace n'a pas été créé avec une méthodologie et une discipline. Donc, première étape, comme je vous ai dit, si vous ne savez pas pourquoi vous allez sur Notion, n'y allez pas. Donc, la première étape, c'est vraiment de définir les besoins. Et donc là, il faut se poser les bonnes questions. Où est-ce que vous perdez votre temps aujourd'hui? C'est quoi les informations que vous cherchez sans arrêt? Est-ce que vos clients vous reprochent des choses? Si oui, quelles sont-elles? Est-ce que vous pouvez les améliorer? Quelles sont les tâches
à faible valeur ajoutée que vous faites, et surtout qu'est-ce que vous avez besoin de gérer et de traiter dans votre activité. Répondre à ces questions, ça va vous permettre de passer à la deuxième étape qui est de créer votre modèle de données. Ça paraît un peu technique et un peu geek, mais c'est vraiment primordial sur ce genre d'outils. Un modèle de données, c'est une représentation graphique des données de votre entreprise et la manière dont ces données sont connectées entre elles. Donc, par exemple, si vous dites, moi j'ai besoin de gérer mes projets qui sont rattachés à des clients, j'aimerais dans mes projets pouvoir prendre des notes, j'aimerais pouvoir assigner des tâches, et bien en fait tous ces mots-là, ce sont des bases de données. Et en fait, elles sont liées entre elles. C'est exactement ce que vous dites quand vous dites « j'ai envie d'avoir un projet avec des tâches à l'intérieur », et ben c'est une base de données de projet liée à une base de données de tâches. Donc ça, c'est vraiment ce modèle que vous devez construire. Vous pouvez le faire sur papier ou sur un Miro, mais c'est important de passer par là. Et après, vous pouvez aussi même aller un peu plus loin et faire un graphique un peu plus, pour ceux qui connaissent le langage UML, avec vraiment toutes les propriétés, dire voilà ma base de données de tâches, comment est-ce que moi j'ai envie de définir une tâche. Il y en a qui mettent des échéances, il y en a qui mettent un responsable, deux responsables, il y en a qui mettent des participants. Ça, c'est toutes les propriétés que vous devez créer du coup avec Notion. Et là, il faut bien choisir aussi les bons types de propriétés. Par exemple, ne pas stocker une date dans un champ de texte et ainsi de suite. La troisième étape, ça va être de créer vos bases de données. La particularité de Notion, comme je vous l'ai montré dans la première vidéo, c'est que vous pouvez créer des bases de données n'importe où dans l'espace. Et c'est ça un peu le plus gros problème, en tout cas c'est ce qui pose le plus de problèmes aux utilisateurs, c'est qu'après on ne sait plus où sont ces bases de données, on ne sait plus si on a déjà créé une base de données de tâches, de projets. Donc pour cette raison, moi quand je commence un espace, que ce soit une restructuration ou un nouvel espace, la première chose que je fais, c'est que je crée une seule page qui s'appelle base de données et je stocke toutes les bases de données sur cette page et ça devient ainsi un peu le back-end de votre espace. De cette manière, vous savez ce qui compose votre espace, vous savez si vous avez déjà créé une base de tâches et de projets et surtout, vous ne prenez pas le risque de la supprimer par hasard parce que si vous stockez votre base de tâches sur la page comme je vous ai montré au tout début et qu'ensuite vous supprimez cette page parce que vous la trouvez obsolète, eh bien vous avez supprimé votre base de tâches qui est utilisée partout à travers l'espace. Donc là, comme je le disais, quand vous créez vos bases de données, bien choisir les bons types de propriétés et ensuite créer les relations entre les bases de données. Donc là, c'est la partie un peu technique et là, il y a plein de ressources en ligne pour vous expliquer comment créer une relation, mais c'est vraiment primordial de créer ces relations-là. Ensuite, il va falloir créer les templates, les modèles de base de données. Donc là, l'idée, c'est que quand vous ouvrez une base de données, par exemple projet, vous voulez toujours avoir la même structure, vous ne voulez pas réinventer la roue à chaque fois. Du coup, vous allez créer cette structure et la stocker dans un modèle de base de données pour éviter de vraiment devoir faire des copier-coller à chaque fois. Et là, la question que vous devez vous poser, c'est quand j'ouvre un projet, qu'est-ce que j'ai envie de voir à chaque fois? J'ai envie de voir les tâches, les notes de réunion, les documents et ainsi de suite. Et ce qui est assez incroyable dans Notion, et là c'est la partie plus technique, mais c'est ça qui permet de vraiment exploiter au maximum la puissance de cet outil, c'est que dans un modèle de base de données, vous pouvez faire apparaître des bases de données en elles-mêmes. Donc dans un template de projet, comme vous le voyez ici à l'écran, vous pouvez faire apparaître la base de données de réunion, de tâches, et ainsi de suite. Et enfin, la cinquième partie, c'est créer des tableaux de bord, c'est-à-dire vraiment des pages qui rassemblent des informations autour d'un sujet spécifique. Et si vous l'avez compris, dans ma méthodologie de Notion, il n'y a pas de page volante. Il ne devrait pas y avoir de pages qui n'appartiennent pas à une base de données, sauf la page qui s'appelle base de données et éventuellement votre home page. Mais tout le reste, tout doit se retrouver dans des bases de données. Et ensuite, vos pages ne sont en fait que des vues de vos bases de données. Là, c'est très technique, hein, c'est pour ceux qui connaissent Notion, mais c'est important à savoir parce qu'il y a peu de personnes qui raisonnent de cette manière-là. Et du coup, c'est via les tableaux de bord que vous allez en fait interagir avec votre donnée, toujours en contexte grâce aux filtres et au tri. Voilà pour moi. Si tout ça vous paraît un peu flou, vous pouvez aussi, je vous invite à me suivre. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter, vous pouvez retrouver toutes les éditions passées et notamment dans les éditions 1 à 4, je vais vraiment très en détail sur ce que j'ai expliqué aujourd'hui. Donc c'est cadeau, c'est gratuit. Et sinon, vous pouvez me suivre sur LinkedIn où je partage aussi pas mal de tips et aussi mon quotidien d'entrepreneur. Voilà, merci. Merci
Ça me fait super plaisir d'être ici. Merci pour l'invitation. Ça me sort de chez moi. Donc, ça fait 3 ans que je suis freelance aujourd'hui. Et ça se passe super bien. Et donc, mon expertise, c'est l'automatisation de processus. Moi, là, ce que j'ai envie de vous présenter, c'est plein de use cases qui sont tous en fonctionnement chez des clients. Mon idée, c'est de semer quelques graines d'automatisation pour vous dire que peut-être, vous aussi, vous pouvez avoir besoin d'automatisation ou utiliser des automatisations. Donc, comme je le disais, mon expertise, ça vient de 3 ans de full-time en freelance. Mes clients sont contents et ils reviennent, donc je pense que c'est bon signe. J'ai eu plein de projets excitants que je vais vous partager. J'ai eu la chance d'être formateur aussi sur ces outils dont je vais vous parler. Et j'ai des projets d'agence en ce moment. Je vous raconterai ça. Tac, tac, tac. Donc, avant de rentrer dans le cas concret, je vais simplement expliquer ce que j'entends par automatiser un processus. Aujourd'hui, dans votre quotidien, vous utilisez certainement plusieurs outils, un CRM pour suivre vos clients. Peut-être que vous faites déjà tout sur Notion, et auquel cas, ça ne va pas vous intéresser. Mais sinon, vous utilisez peut-être Google Drive pour suivre vos projets, un logiciel de facturation pour faire vos factures. Tous ces outils-là, c'est des briques qui sont nécessaires à votre métier, et vous devez faire passer des informations d'une brique à l'autre. Quand vous avez terminé un projet, vous allez envoyer les informations de ce projet vers votre logiciel de facturation. Okay ? Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui beaucoup. Eh bien, moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre chacune de ces briques, je vais mettre un peu de mortier autour de tout ça, et je vais faire un mur. Pour que tous ces outils puissent communiquer entre eux, sans que vous ayez besoin de prendre une information d'un outil pour l'amener vers l'autre. Okay ? Ça, c'est ce que je fais. Donc, des systèmes complets automatisés, des processus automatisés. Là où c'est nouveau, où c'est fort, parce qu'en soi, ça, on pouvait déjà le faire avant, et pourquoi ça marche bien aujourd'hui pour moi, c'est que j'utilise des outils qui sont no-code. Et donc, je continue avec la métaphore de la brique. Un outil traditionnel, pour moi, c'est un espèce de parpaing comme ça, qui est hyper cool, parce qu'on peut faire plein de choses avec, on peut construire des maisons, mais il n'est pas forcément facilement maniable. Avec le no-code, ces outils vont se transformer en petites briques. Je reprends ton illustration, en petites briques qui sont beaucoup plus facilement maniables et qui vont permettre de créer des systèmes modulaires qui vont s'assembler très facilement les uns aux autres. C'est ça que je fais, moi. Je vous ai mis la définition du no-code ici, mais bon, voilà, l'idée, c'est de simplement utiliser c'est un niveau d'abstraction supplémentaire par rapport au code. S'il y en a qui codent déjà, plutôt que de s'embêter avec un langage de programmation, avec une syntaxe précise, on va pouvoir utiliser des outils de construction visuelle qui vont permettre de créer des applications, de créer des sites, de créer des automatisations. Okay ? Le gros point positif, évidemment, de ça, une fois qu'on construire une maison en Lego, c'est beaucoup plus simple que construire une maison en parpaing, et donc on va pouvoir aller plus rapidement, faire moins cher et moins risqué. C'est ça le gros avantage de ce que je fais aujourd'hui. Je vais passer à mes cas d'usage. Tous les cas d'usage que je vais vous présenter ici, comme je le disais, sont des cas d'usage qui sont en production chez mes clients. Okay ? Donc c'est vraiment du concret. Je les présente tous, ils sont tous sur un logiciel qui s'appelle Make, mais je ne vais pas vous faire une présentation de ce logiciel-là. Tous les cas d'usage pourraient être faits sur d'autres logiciels d'automatisation. Il y a Zapier qui est fort connu, N8N qui est une version open source de ce truc-là. Là vraiment, les process sont agnostiques, donc peu importe le logiciel. Moi je l'aime beaucoup, je suis partenaire de ce logiciel pour les clients grands comptes. Mes clients, juste rapidement, c'est aussi un truc que je trouve important de noter, c'est que c'est avec le même logiciel, les mêmes process, je vais pouvoir servir des clients qui sont du solopreneur qui veut aller vite et qui a un besoin de croissance très important, à de la boîte qui pèse 3 milliards et qui a plusieurs milliers d'employés. Okay ? C'est vraiment avec le même outil. Et donc c'est une versatilité qui est assez dingue, et en passant évidemment par la PME qui veut automatiser des process classiques. Je voulais juste le noter parce que c'est vrai que le no-code, si vous avez déjà entendu parler, beaucoup de gens disent que c'est encore du proto, des choses comme ça. Il y a une maturité aujourd'hui dans ces logiciels-là. Je vais présenter donc 3 types d'automatisation que j'ai rangés dans une catégorie un peu arbitraire. Donc, ce qui va être de l'amélioration opérationnelle. Donc là, vous avez un processus qui est bien défini. Typiquement, on termine un projet, il faut faire une facture. Bon, c'est très clair, on a une entrée bien définie, on a une sortie bien définie, on automatise là. C'est un truc qu'on fait à la main actuellement, c'est nécessaire, mais on peut l'automatiser. Un des avantages aussi maintenant, c'est qu'on va pouvoir tester des nouveaux produits, donc ça sera la deuxième catégorie. Donc l'idée que c'est pas cher, ça va vite, et on a peut-être des idées dans les tiroirs qu'on n'osait pas
sortir parce que ça demande du coût de développement, ça demande beaucoup de ressources. Et ben avec ces logiciels-là, on va pouvoir créer des fonctionnalités très facilement. Et avec l'IA, évidemment, maintenant, on arrive à faire des choses assez dingues. Je vous montrerai quelques exemples. Et finalement, des outils internes. Donc là, c'est simplement l'idée qu'on peut avoir des processus qui sont bien définis de point A à un point B, et des outils internes, c'est quelque chose de plus gros, plus vaste, où on a un bundle d'automatisation, d'autres outils qui peuvent être couplés, par exemple Notion ou une base de données, etc. Et donc c'est simplement plus vaste. Voilà. Premier cas concret. Donc ceci, il y en a qui connaissent Salesforce en termes, bah ouais, j'imagine, en CRM, oui, super. Il y en a qui l'utilisent? Quelqu'un? Oui, une personne? C'est rare. C'est un CRM qui est assez velu. Et donc ici, c'est un client, c'est un commercial qui, pour une grosse boîte, va recevoir des commandes par des clients directement par mail. La personne reçoit la commande par un PDF. Donc le process habituel, c'est ouvrir le PDF, regarder la commande et aller dans Salesforce et créer l'opportunité, ajouter les produits à la main, etc. Eh bien, ce qu'elle fait, cette automatisation, c'est tout ça. On va d'abord lire le PDF, utiliser OpenIA pour faire de l'extraction de données, et après, tout le reste, toute la suite, ici, c'est tout plein d'opérations qui vont se passer dans Salesforce de façon automatique. Ce que vous voyez ici, c'est le builder, donc c'est vraiment ce que moi je fais, mais pour le client, en fait, il ne voit pas du tout ça. Ce qu'il fait, lui, c'est qu'il va simplement recevoir son mail, transférer à une adresse mail que je lui fournis. Ça va créer automatiquement dans Salesforce et ça va lui revenir une réponse par mail en disant bah voilà, ceci a été créé, voilà les informations qu'on a créées. Pour le client, c'est transparent, il n'a rien à faire. Et s'il y a une erreur, il reçoit également un mail en disant ah, là, on n'a pas réussi à créer l'opportunité à ce niveau-là, voilà les informations qu'on a pour l'instant, il faut aller voir. Donc là, en termes de process qui était sans aucune valeur ajoutée, assez pénible à faire, on est bien. Deuxième use case, de la génération de factures. Donc dans QuickBooks, à partir de Smartsheet, là peu importe, c'est des outils no-code qui existent. Ça pourrait être n'importe lequel, hein. Ça pourrait être Penny Lane pour la facturation, ça peut être ce que vous voulez. Smartsheet, ça pourrait être Excel, peu importe. L'idée, c'est que toutes les semaines, il y a des commandes, des services qui sont listés dans un Excel, en gros. Listés dans ce Excel, et une fois par semaine, donc, l'automatisation va aller récupérer les lignes qui ne sont pas encore facturées, qui sont à facturer pour cette semaine, et qui va aller les envoyer dans l'outil de facturation. Une fois que ça c'est fait, eh ben, c'est mis à jour dans le Smartsheet, qui est en fait l'outil que les personnes utilisent. Donc en fait, grâce à cette automatisation, ils vont simplement pouvoir aller vérifier où en est la facture, pardon, où on est, voilà, ce genre de choses. Ils n'ont plus besoin d'établir les factures. Ils vont juste vérifier. Voilà. Là aussi, un process qui n'apportait pas beaucoup de valeur ajoutée et qui permet de faire gagner beaucoup de temps. Pour la petite histoire, ici, il y avait une vraie urgence parce qu'ils étaient assez en retard sur leur processus de facturation. Leurs clients râlaient en disant « Les gars, est-ce que vous pouvez me le facturer? Là, ça fait un moment. » Et donc, avec ce process, ils arrivent à rattraper leur retard. Là, ça fait un super lien avec ta présentation, c'est top. Imaginons que vous utilisiez Notion pour faire votre veille. Donc, vous allez regarder un peu ce qui se passe dans votre industrie, quels sont les derniers bons articles qui sont sortis sur vos sujets. Et vous pouvez utiliser Notion et des petites extensions qui permettent d'enregistrer très facilement dans une base de données les articles qui vous plaisent. Et cette automatisation, elle va pouvoir tourner et aller récupérer ces articles, en faire un mélange, et vous allez pouvoir générer, grâce à l'IA, des contenus réseaux sociaux. Okay, et c'est une automatisation qui est très versatile ici, parce que vous pouvez vraiment, en fonction du prompt que vous avez utilisé, créer du Facebook, créer un contenu LinkedIn, créer vraiment ce que vous voulez, du blog avec, pourquoi pas, une optimisation SEO, une newsletter, vraiment c'est très vaste ici. Les modules OpenIA, donc ces petits modules, pour la petite histoire, sans rentrer dans le détail, mais chaque bulle correspond à une action qui est faite. Et vous voyez qu'ici, on appelle OpenIA, donc on fait un call, on envoie de l'information à ChatGPT, en gros, et il va nous répondre. Donc il va nous répondre ici un article. Très très fort le module ici. Pour terminer sur les points d'amélioration opérationnelle, ici je vous donne un exemple très concret d'un process qui est tellement demandé, qui a tellement le vent en poupe en ce moment.
j'ai décidé de créer une agence de lead gen, donc génération de leads et de marketing digital. Et pour ça, je me suis associé à Maxime, qui est dans la salle d'ailleurs, je ne sais pas où il est, coucou, qui est growth et marketing expert et qui a bossé pour InBev notamment. Et donc notre idée, la problématique à laquelle on répond ici, c'est simplement de trouver des clients qui vont être générateurs de revenus. Et donc avec l'automatisation et l'IA, ce sur quoi on est persuadé et qu'on a déjà vu des résultats, c'est qu'on a vraiment la possibilité d'augmenter le nombre de personnes qualifiées qui vont rentrer dans votre funnel. Je parle peut-être un peu dans votre processus de vente. Et avec l'IA, on va également pouvoir augmenter le taux de réponse et de closing. Voilà ce qu'on propose. Et donc on a toute une série d'automatisations qu'on peut mettre en place. Et un exemple, par exemple, ça pourrait être de targeter les personnes qui vont voir votre site web et les retargeter avec un message personnalisé, évidemment, de façon automatique. Ou encore, il y a un call de découverte quelqu'un prend un rendez-vous dans votre calendrier, vous avez un call de découverte, et bien une automatisation va aller regarder directement les informations de cette personne et générer un script de call de découverte pour être efficace dans votre call. Tout ça de façon évidemment automatique. L'outil que je vous présente là, c'est vraiment un mini-outil qui va regrouper plusieurs automatisations pour vous permettre d'aller chercher des prospects sur un secteur donné. Je vais vous faire là. Donc c'est un fichier sheet ici un peu moche, mais peu importe, un Excel sur lequel vous avez des entreprises qui peuvent vous intéresser. Donc ici j'ai une entreprise, Nestlé par exemple, et si je clique sur la colonne Search Similar Company, il y a une automatisation derrière qui va être déclenchée et qui va, ici vous voyez, aller chercher des entreprises qui sont concurrentes. Okay. Je me dis que tiens, j'aimerais bien aller trouver des personnes qui bossent chez Unilever en France et qui sont à un poste de manager. Et donc là c'est vraiment une démo, mais je vais cliquer sur cette colonne, ça va déclencher une automatisation et ça va aller chercher des personnes avec notamment leur LinkedIn, leur titre, etc. Donc là, vraiment, on va faire du lead sourcing. Et la démo elle est en vitesse 1, donc vraiment, c'est comme ça, vraiment la totalité du truc. Donc là, j'ai un LinkedIn, je peux les regarder, les personnes. Et les personnes qui m'intéressent, je vais cliquer pour les enrichir et aller générer, du coup, avec l'IA, un message, un icebreaker qui va être sur mesure par rapport à ce que fait la personne et à ce que moi je fais. Ça dépend du prompt ici. Il est un peu plus long à arriver celui-là parce qu'on génère un peu plus de texte. Et donc ça, vous pouvez l'envoyer directement sur LinkedIn ou on peut évidemment aller lier un outil comme Phantom Buster qui va permettre d'envoyer ce message automatiquement ou l'insérer dans une campagne marketing automatique. Voilà. Un petit outil ici qui regroupe simplement 3 automatisations et qui fait quelque chose qui vous amène très facilement des leads, en tout cas des personnes qui pourraient être des bons prospects. Et c'est un début de process ici. Je passe maintenant à la partie nouveaux outils. Donc j'ai été contacté par un client qui travaille dans le coaching top management, donc des grandes boîtes qui ont besoin de former du top management. Ce sont vraiment des coachings vraiment grosses boîtes, on parle genre Airbus, des choses comme ça. Et donc ces gens, ils ont beaucoup de formations. Par contre, à un niveau en dessous, en middle management, ils ont accès à beaucoup moins de formations et c'est dommage. Donc l'idée de mon client, c'est de leur proposer un outil de coaching, donc vraiment du coaching qu'on pourrait appeler quelqu'un en disant « Hey, j'ai cette galère-là avec cette personne, comment je peux faire, etc. » Mais ce qu'on a mis en place, c'est simplement un petit chatbot WhatsApp qui permet à la personne incroyable. Maxime, tu es visible sur le... Ah non, pardon, j'ai reçu un WhatsApp justement. Il n'est pas visible à l'écran, ça va. Si je vous fais une petite démo là, est-ce que c'est possible ça? Je prends des risques. Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? Je vais la montrer. Donc c'est vraiment un numéro WhatsApp sur lequel vous allez pouvoir poser des questions. Des idées de résolution de... Il faudrait être plus précis, hein, évidemment, on est sur du prompting ici, mais bon, de problèmes avec ma hiérarchie. Je ne sais pas d'hiérarchie. Donc là, ça va déclencher une automatisation.
où je discute avec ChatGPT en fait, avec un prompting spécifique qui va amener une réponse spécifique. Et donc là, il me fait quand même assez gros pâté, mais ce qui est intéressant dans la démarche et ce qui a bien convaincu en tout cas les personnes à qui c'est destiné, c'est le fait que l'IA va s'engager dans un processus de question-réponse. Okay, on n'est pas seulement sur tiens, un pavé, démerde-toi avec ça, c'est vraiment le côté coaching derrière qui va être intéressant, par la question. Deuxième exemple, donc un client qui a un business de création de webinaires sur mesure pour vous. Donc son business model, c'est que vous payez un coût fixe et il vous aide à organiser un webinaire et il vous amène des leads qualifiés. Et donc, en gros, vous payez pour faire un webinaire et vous avez de grandes chances d'avoir des leads qui vont vous recontacter par la suite. Eux, ils ont un process d'accompagnement qui est assez fort parce qu'ils ont intérêt à ce que ça marche bien et donc ils vont accompagner très fort les personnes à créer du contenu de qualité pour leur webinaire. Et une des difficultés qu'ils ont, c'est trouver des titres qui sont pertinents, accrocheurs et des choses comme ça. Alors, ils pourraient utiliser ChatGPT tel quel et demander des titres de webinaire. Super. Ça marche dans une certaine mesure, mais là, ce qu'ils voulaient aussi, c'était utiliser leur base de connaissances qui est quand même assez conséquente. Parce qu'ils ont eu plus de 2 millions de spectateurs sur leur webinaire, donc il y a vraiment eu du monde, il y a vraiment de la valeur dans ce qu'ils ont actuellement comme données. Et donc moi, je leur fais un process qui va permettre d'aller interroger cette base de données, interroger ChatGPT, le mettre en forme et l'envoyer sur un site web qui va permettre aux personnes d'interagir avec ça. Et donc c'est tout ce que vous voyez ici, et je peux vous faire la démo aussi. Donc, c'est un petit site web qui est codé tout simple. Hein. Vraiment, on est sur un POC ici, donc vraiment proof of concept. L'idée, c'est pour eux de tester, de voir si ça peut marcher, parce que ça ne va pas coûter très cher, et donc voilà, comme ça, ils peuvent tester. Et pour la petite info, ils ont vu ça ce matin, et ils étaient super contents. Donc, ça va continuer. C'est cool. Hop. Et donc là, c'est la liste des expertises sur lesquelles ils ont déjà eu des webinaires. Enfin voilà, peu importe. Et mon objectif, ça va être acquérir du lead. Et donc quand je clique sur ce bouton, là, il interroge un scénario donc sur Make, et il interroge plein de choses différentes, la base de données notamment, etc. Et il va normalement générer 5 idées pertinentes de webinaire. J'espère. Booster la santé de vos employés, stratégie essentielle. Alors, on peut regarder si c'est pertinent, parce que je vais été vite. On parle de WebIKEO, donc c'est la boîte qui fait ça, des webinaires. Je suis formateur et mon expertise, c'est bien-être au travail. Donc, booster la santé, c'est pertinent, machin, tac, tac, tac. L'automatisation, elle est aussi allée sur le site web que j'ai renseigné ici. Elle a extrait les informations en HTML, elle a lu, elle a fait un résumé pour pouvoir fournir vous savez, dans ChatGPT, plus on donne du contexte, plus ça va donner une réponse qui va être pertinente. Et donc, on utilise aussi l'automatisation pour faire ça. Et on interroge la base de données. On voit que sur des sujets similaires, en moyenne, il y a eu 1800 participants. Voilà. Est-ce que vous aussi, vous voulez y aller? Allez, c'est parti. Donc voilà un petit POC qui a été mis en place rapidement grâce à l'automatisation. Et l'entièreté de ce truc-là, du coup, regarder une base de données, lire un site web, faire un résumé, faire ses propositions, les mettre en forme, tout ça, c'est une automatisation sur Make. C'est celle que vous avez vue juste avant, donc c'est assez puissant. Voilà. Je passe maintenant aux outils. C'est un peu plus volumineux, donc je vais essayer de faire de mon mieux pour vous présenter ça de façon pertinente. Donc le use case ici, c'est que c'est une entreprise qui fait du coaching de foot. Donc ils ouvrent des écoles de coaching de foot sous forme de franchise. Donc vous pouvez dire moi j'ai envie de faire une école de foot dans mon quartier. Et ils vont vous donner tout ce qui est nécessaire pour ça. Et notamment, ils vont vous aider à recruter des coachs. Okay, des coachs pour votre école. Et donc, c'est une boîte qui a quand même beaucoup de volume. Ils ont plus d'une centaine d'académies, ils appellent ça, donc d'écoles. Et donc, il y a plusieurs dizaines de demandes pour faire du coaching par jour. Et donc, c'est un énorme volume. Ils faisaient tout ça par échange de mails. Et c'est un process, l'onboarding de ces personnes pour travailler avec des enfants. Il est quand même assez carré, parce qu'ils ne veulent pas travailler avec n'importe qui. Donc, il y a un process en 8-10 étapes, je ne sais plus exactement. Bon, on est sur Airtable ici, peut-être un concurrent à Notion, je ne sais pas. Moi, j'aime bien.
Et donc pour le présenter très rapidement, vous voyez que bon, c'est une grande base de données. Et donc si on prend un exemple, très rapidement, la première étape, quelqu'un va se dire, moi j'ai trop envie de faire des coachings de foot. Et donc si on prend par exemple ce bon Freddy, lui, il a rempli un formulaire sur le site web, il est arrivé directement ici. Et Freddy, il nous a dit que lui, il voulait bosser pour... C'est où? Les bases de données, c'est pas toujours sexy. Ah, là on la voit. Isleworth. Vous voyez? Ouais, bon. C'est le nom de l'académie. Et donc la personne responsable de cette académie a reçu un mail avec les informations de Freddy en disant hey, lui, il aimerait bien bosser avec toi, voilà les informations qu'on a sur lui, voilà le CV qu'on a, qu'il nous a donné. Est-ce que tu veux bosser avec lui? Oui, non. C'est une autre automatisation qui part en disant hey Freddy, super, la personne responsable ici, elle a envie de te rencontrer, voilà le lien de son calendrier. Est-ce que tu peux prendre rendez-vous? Si la personne ne prend pas rendez-vous, il y a des rappels. Et une fois que le rendez-vous est pris, alors il y a une notification à la personne responsable qui dit hey, le rendez-vous a été pris, voilà les informations, voilà le formulaire à remplir, etc. Donc tout le process est automatisé. Ça leur permet de esquiver pas mal de mails. Donc ça, c'était un gros pain point qu'ils avaient à ce niveau-là avec l'onboarding de franchise. Il y a plein d'autres choses possibles, mais ce n'est pas forcément très visuel, donc on ne va pas passer 1000 ans là-dessus. Autre exemple, une agence d'architecture d'intérieur. Donc, Tout Designers, ce qu'on fait à la Grand Poste ici, avait un besoin pour budgéter en avant-projet leur projet qu'ils font pour leurs clients. Parce que c'est une demande qu'ils ont, c'est combien ça va coûter de bosser avec vous. Et donc, c'est compliqué de répondre comme ça avec educated guess. Du coup, ce qu'ils avaient besoin, c'était un outil qui allait regrouper toutes leurs informations pour leur permettre de dire, en fait, chez nous, des bureaux, 500 mètres carrés, avec ce type de mobilier, etc., et ça va vous coûter tant. Donc ça, c'est un outil qui a été fait sur Airtable à nouveau, et qui permet de faire ça. Voilà. Donc il y a un certain nombre d'automatisations qui tournent derrière pour permettre d'aller récupérer les informations au bon endroit, etc. Voilà, un petit projet ici qui permet de récupérer toute l'information. Et voilà. C'est tout pour mes use cases. Un grand merci pour votre Sylvain. attention. Avec plaisir.